Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2973 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 22 juin avec des anniversaires et tout d'abord celui de Rodri, fête aujourd'hui ses 28 ans, le milieu espagnol de Manchester City. Bon anniversaire à lui. Un autre milieu espagnol, c'est Mikel Merino, il fête aujourd'hui ses 28 ans également, lui joue du côté de la Real Sociedad. Ou par exemple on peut voir Sébastien Haller, l'attaquant ivoirien de Dortmund, il fête aujourd'hui ses 30 ans. Et toujours avec ce 22 juin, on revient 37 ans jour pour jour en arrière, c'est un quart de finale de Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Angleterre. Et Maradona, il y avait eu 2 pour l'Argentine, donc doublé de Maradona, dont ce but les gars inscrit de la main. Bon, voilà, la main, il n'y avait pas de VAR à l'époque, mais même les gars, l'arbitre, tout le stade avait vu qu'il avait touché le ballon de la main, à part l'arbitre central. Et du coup ça avait donné but bien sûr pour l'Argentine, donc il qualifiera ce geste de la mano de Dios, donc en gros la main de Dieu. Et l'autre but inscrit par Maradona, donc là il avait été sublime, ce but là il a pris le ballon au milieu de terrain, il a dribblé 4-5 joueurs anglais pour marquer l'autre but de la partie. Donc c'était il y a 37 ans jour pour jour, ce chef d'œuvre on peut dire de Maradona, décédé depuis, on pense fort bien sûr à cette légende. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la journée d'hier et on commence bien sûr avec l'Euro et avec l'équipe de France hier soir. Les Bleus jouaient contre les Pays-Bas, donc ça s'est fini sur un triste 0-0. Voilà, donc bien évidemment j'ai regardé le match et bien évidemment j'ai été très déçu de la performance de l'équipe de France. 2 matchs de l'équipe de France lors de cet Euro, un but marqué mais un but contre son camp. Les Bleus n'ont toujours pas réussi à marquer le moindre but, c'est totalement fou, surtout quand on voit la qualité de l'attaque française. Donc les statistiques, donc l'équipe de France a eu un peu plus de possession, un peu plus de tirs, le double, regardez, 8 tirs pour les Pays-Bas, l'équipe de France c'est 16 tirs, mais les tirs cadrés, sur 16 tirs pour l'équipe de France, seulement 3 tirs cadrés, et quand tu es 3 mètres devant le but, je pense à Griezmann, les gars qui n'arrivent pas à la mettre au fond, voilà les gars, il y a un gros problème, 2 fois c'est arrivé dans le match. Voilà, on ne sait plus quoi faire les gars, on ne sait plus quoi faire si tu n'arrives pas à marquer un but alors que la ligne elle est 2 mètres devant toi. Donc bien évidemment c'est pas non plus un très mauvais résultat parce que c'était comme les Pays-Bas en face, mais il y avait la place de gagner. Bon, les Pays-Bas auraient aussi pu gagner parce qu'ils ont marqué un but qui a été du coup annulé, mais bon voilà, s'il y avait eu but c'était pareil on peut dire. Bref, donc juste le seul point positif les gars de ce match hier, pour moi, donc c'est la première fois depuis 1998 que l'équipe de France n'encaisse pas de but sur 2 premiers matchs lors d'un tournoi majeur, que ce soit Euro ou Coupe du Monde. C'était plus arrivé depuis 98. À chaque fois sur les 2 premiers matchs, ils prenaient au moins un but. Donc là, c'est avec les 2 premiers matchs, pas de but concédé. On va juste dire que c'est le seul point positif de l'équipe de France en ce début de l'Euro, parce que sinon c'est très moyen, à part peut-être aussi quelques joueurs qui sortent du lot, comme N'Golo Kanté bien sûr qui a été encore très bon hier. Mais sinon il y en a beaucoup les gars, c'est des fantômes. On va parler de quelques joueurs de l'équipe de France déjà très décevants lors du premier match. Et hier, la même chose. Il va falloir se poser des questions sur certains joueurs. Et la une du journal Équipe aujourd'hui, donc 0 est arrivé. Donc on attendait Mbappé et son masque de Zorro sans leur meilleur joueur. Restés sur le banc, les Bleus se sont contentés d'un décevant 0-0. Le premier de la compétition reste que sauf catastrophe contre la Pologne, mardi, ils seront quand même qualifiés. Donc c'est que là, même ce 0-0... Même si l'équipe de France perd le dernier match contre la Pologne, avec 4 points, t'es quasiment sûr, on peut dire, d'être parmi les meilleurs 3e. Mais bon, voilà, on attend mieux, bien sûr, un des Bleus. On parle quand même de l'équipe de France, et c'est vrai que les gars, 0-0. Il aura fallu quand même attendre le 21e match de cet Euro 2024 pour assister à un match sans le moindre but. Il n'y avait pas eu le moindre 0-0 depuis le début de la compétition. Et c'est un match de l'équipe de France. Un match très décevant, peut-être le match le plus chiant à regarder, on va dire. Et le dernier 0-0 lors d'un Euro, les gars, ça faisait c'était 50 matchs avant, donc c'était l'Écosse contre l'Angleterre, c'était lors de l'Euro 2020. Voilà, c'était un match de poule aussi qui s'était fini à 0-0, donc ça faisait 50 matchs d'affilée qui avait pu ce score de 0-0, et c'est l'équipe de France qui fait ce résultat, on peut dire nul, voilà, 0-0 c'est nul. Donc on va parler maintenant d'occasion, parce que l'équipe de France a eu des occasions pour marquer au moins un but dans le match, et je pense, voilà, c'est la plus grosse occasion du match. Rabiot les gars, 2 contre 1, donc 2, c'est Rabiot et Griezmann contre le gardien des Pays-Bas. Il n'y a pas eu but, c'est fou les gars. En plus, tu fais la passe PES. Normalement, vous savez, quand tu joues à la console, des fois quand tu arrives devant le gardien adverse, tu es avec tes 2 attaquants, tu fais la passe à ton collègue à côté, puis il y a but, il y a tout le temps but là. Qu'est-ce qu'il a fait Griezmann de ne pas marquer? On ne sait pas. Regardez, Rabiot lui fait la passe. La passe est bien, la passe n'est pas trop forte, non, elle est parfaite. Et regardez, il a juste à la mettre. Il l'a pas mis. Voilà. Griezmann, les gars, très décevant Griezmann. Bon, c'est vrai qu'on peut comparer avec Colomani, mais bon, Colomani c'était beaucoup plus important. Là, en finale de Coupe du Monde, là, s'il y avait but, c'était victoire finale, une Coupe du Monde remportée. Donc là c'est aussi... ça, c'est sur la première action du match. En deuxième mi-temps, pareil, Griezmann, les gars, face à face. Bon, là, cette fois-ci, il tire. Et là, c'est un magnifique arrêt. Mais bon, voilà, il doit comme là, sur les 2 occasions, il doit en mettre au moins une au fond.
Voilà, donc les gars, c'est comme un footballeur professionnel. Hein, on parle d'un match de championnat d'Europe des Nations. Il faut la mettre au fond parce que c'est des petits détails qui font la différence. Et voilà, à la fin du compte, ça fait 0-0. Hein. Et Griezmann, tiens, sur ces deux occasions, enfin, sur ces des énormes occasions ratées, il a dit j'ai deux grosses occasions où ça me reste dans les pieds. C'est vraiment dommage. C'est ce qui nous manque sur les deux matchs. Il faut le travailler. C'est vrai que Griezmann, il parle de ça. Mais là, sur cette action-là, même 3 ou 4 secondes après, le ballon lui revient encore dessus et il fait une frappe où ça passe à 10 cm du poteau et c'est pas encore au fond des filets. C'est vrai que Griezmann, les gars, c'est un gros problème en ce début d'Euro. Il n'est pas bon. Voilà, il faut le dire directement, il n'est pas bon. Antoine Griezmann, il n'a pas le niveau qu'il nous montre depuis beaucoup d'années en équipe de France. Il n'est pas à la hauteur. J'espère qu'il va se réveiller au fil des matchs parce que là, c'est très inquiétant. Et Griezmann, juste un petit truc positif par rapport à lui. Hein. Rien à voir par rapport à sa performance, mais par rapport à ses apparitions à l'Euro. Hein. Donc Griezmann a connu hier soir sa 32e apparition en tournoi majeur en équipe de France, faisant de lui le joueur de champ, le joueur hors gardien, le plus capé à l'Euro et en Coupe du Monde avec les Bleus, égalité avec Lilian Thuram. Voilà, donc c'est juste le seul peut-être point positif de Antoine Griezmann qui a le brassard de capitaine, mais c'est vrai qu'il est décevant Griezmann. Il n'a pas été à la hauteur. On parlera tout à l'heure de sa note. Hein. Vous allez voir qu'elle est très basse dans le journal d'équipe parce qu'il n'a pas du tout été à la hauteur. Lui, pareil les gars, c'est Dembélé. Lui aussi, premier match très moyen et deuxième match, de nouveau très moyen à Dembélé. Des frappes, tu te demandes encore comment il fait pour ne pas cadrer. Voilà, il est quand même aussi, lui, footballeur professionnel. Il y a un moment, il faut trouver le cadre. Hein. C'est vrai qu'au PSG, il a beaucoup de tirs hors cadre, mais là, il faut trouver le cadre à un moment donné. Peut-être tu tires moins fort, mais voilà, tu fais un plat du pied, je sais pas, mais cadre au moins. Hein, quand tu cadres, tu as plus de chances de marquer que quand on voit des frappes 15 mètres en haut des buts. Donc voilà, Dembélé, les gars, ça a été très compliqué aussi hier. Hein. Donc c'est mieux que d'habitude ou c'est encore bien trop insuffisant. C'est encore trop insuffisant, bien sûr. Hein. Ce serait fou de dire c'est mieux que d'habitude, les gars, pour un joueur du standing, on peut dire, de Dembélé. Il doit faire beaucoup mieux lors de cette rencontre. Bref, on continue avec lui. Bon, lui, c'est totalement l'inverse. Lui, il avait été très bon lors du premier match. Et de nouveau, il a été très bon hier. C'est plutôt inquiétant quand c'est ton milieu défensif 2 fois d'affilée qui fait le meilleur match. C'est-à-dire qu'il récupère beaucoup de ballons. Ça veut dire qu'il y a un problème, on peut dire. Hein, que voilà, heureusement qu'il est là. C'est Kanté, les gars. Kanté est élu homme du match pour la deuxième fois en 2 matchs. Hein. C'est le seul joueur de l'Euro à avoir été élu 2 fois homme du match lors des 2 matchs. Hein. Enfin, sur cet Euro, bien sûr. Hein. Donc, quel retour en équipe de France. Hein. Donc là c'était à la fin du match contre l'Autriche et là c'est contre les Pays-Bas. Donc voilà, quel joueur N'Golo Kanté. Heureusement qu'il est là, lui c'est vraiment le gros point positif de l'équipe de France depuis son retour. Et Kanté il a dit sentiment mitigé, on a fait un bon match. Bon, il dit on a fait un bon match dans l'ensemble. Bon, match moyen, moi je partirais plus tôt. Hein. Mais on est déçu de ne pas avoir marqué et d'être qualifié dès ce soir. On va dans la bonne direction. Bon là aussi, hein, je trouve que c'est plutôt moyen, bonne direction. Il faut montrer un petit peu plus. Hein, l'équipe de France, des fois, on a l'impression. Il fallait passer la deuxième, tu penses. Enfin, il y avait moyen en plus, tu passais la deuxième, il y avait moyen de marquer. Parce que cette équipe des Pays-Bas, il y avait moyen de leur faire mal. Et tu n'as jamais passé la deuxième, on peut dire vraiment. On voyait fort, on peut dire, pour essayer de marquer. Non, tu l'as jamais fait dans le match. Et du coup, à la fin, tu finis avec le 0-0. Mais là, il faut se préparer pour le prochain match face à la Pologne, c'est vrai. Donc. Voilà, N'Golo Kanté, lui les gars, c'est la grande satisfaction. Hein. Dans sa dernière publication, la Saudi Pro League, hein, donc la première division saoudienne, compare N'Golo Kanté et Olivier Tom. Hein, donc c'est vrai que les gars, il est exceptionnel de nouveau. Le joueur de Al Ittihad. Hein. Et ce joueur, tiens, si on regarde les notes, les gars, surtout côté équipe de France, donc une note de 7 hein, pour N'Golo Kanté. Un très bon match. Upamecano 7 également. Mike Maignan 8. Hein. Mike Maignan, on peut voir des joueurs qui ont déçu. Tiens, j'en ai parlé tout à l'heure. Griezmann 3, les gars. 3, c'est mauvais match. Hein. 2, c'est très mauvais match. 4, c'est insuffisant. Donc oui, Griezmann, ça a été un mauvais match. 3. Dembélé, ça a été un mauvais match. Marcus Thuram, il a 5. J'aurais mis 4, les gars. C'est insuffisant encore ce qu'a fait Marcus Thuram. Voilà, en plus, hier, j'avais dit. Enfin, c'était il y a quelques jours, j'avais dit que les gars, moi, je comprends pas ce qu'il fait. Il peut être dans le groupe de l'équipe de France, mais titulaire, je comprends pas. De nouveau, les titulaires, il a encore rien fait. Il a encore fait des frappes, les gars, qui passent à 15 mètres. C'est vrai qu'il fait il court beaucoup. Ça, il n'y a pas de souci. Mais nous, on attend de Thuram qui soit décisif, tout ça. Il n'y est pas du tout. Donc voilà, 5, c'est vraiment gentil. Hein. Donc Rabiot 6, Tchouaméni 5. Tchouaméni, bon, après, il revenait de blessure, tout ça. Et après, sinon, après, je suis d'accord, Koundé 6, Théo Hernandez 4, c'est plutôt décevant. Et côté néerlandais, on peut voir aussi les notes, hein, Depay 3, c'est qu'on l'a pas trop vu, hein, Memphis Depay. Donc, voilà, vraiment des joueurs qui ont beaucoup déçu. C'est Griezmann et Dembélé, depuis le début de l'Euro, ils ont joué les 2 matchs 2 fois titulaires. Les 2 ont énormément déçu. Pour moi, c'est les 2 gros flops là, sur cet Euro du côté de l'équipe de France, avec bien sûr un Marcus Thuram. Deschamps, qu'est-ce qu'il en pense, lui, de tout ça? Donc, après le nul de la France contre les Pays-Bas, des regrets dans l'efficacité, c'est vrai. Mais Deschamps, les gars, je commence un petit peu à en avoir marre. Hein, bon, ça fait 10 ans
ans qu'il est entraîneur de l'équipe de France, c'est bien. Il a eu des résultats avec les Bleus, hein, en gagnant bien sûr la Coupe du Monde, la Ligue des Nations. Mais à un moment, voilà, il va falloir qu'il regarde ses choix déjà, hein, par rapport au compo de départ, tout ça. Et aussi par rapport aux changements, les gars, il attend trop longtemps pour faire des changements. Hier, n'oubliez pas que tu as le droit à 5 changements. Je crois qu'il a fait 2 changements hier. Hein. Voilà, des joueurs qui ont joué tout le match déjà. Rabiot, les gars, à la 70e minute, tu le sors et tu fais rentrer Camavinga. Je ne sais même plus si Camavinga il est rentré hier. Ah, tu fais changer. Il était cuit, les gars, Rabiot sur la fin de match. Tu fais rentrer Camavinga. Tu fais rentrer Bradley Barcola. Barcola, on l'a toujours pas vu. Ça, c'est aussi un gros point d'interrogation. Voilà, puis les changements, il les fait beaucoup trop tard. Les premiers changements sont arrivés à la 75e minute de jeu. Dès la 60e, tu as 0-0. Voilà, tu changes quelque chose. L'équipe de France joue pour gagner. L'équipe de France n'a pas joué hier pour le 0-0. Enfin, j'espère. Hein. On parle quand même de la France, les gars. Donc voilà, Deschamps, Deschamps, il est bien. Il a une note de 5. Tiens, on peut voir le sélectionneur en dessous de Rabiot. C'est marqué Deschamps 5. Il aurait mérité 4. Hein, parce que par rapport à ses choix et le coaching qu'il a pu faire dans le match, les gars, ça n'a pas été à la hauteur. Hein. Didier Deschamps, bon, sur le but refusé de Xavi Simons hier soir, il a dit pour moi, il n'y a pas but, bien sûr. Il n'est pas dire qu'il y a but. Hein. À partir du moment où un joueur est en position et gêne la vision du gardien, quand je revois l'image sur l'écran, ça me paraît évident. Bon, il ne gêne pas. On peut le voir là, c'est sur la photo de droite là. Il ne gêne pas du tout. C'est qui Dumfries, les gars, il ne gêne pas du tout Mike Maignan. Pour moi, il aurait pu avoir but. Hein. Voilà. Bon, tant mieux pour l'équipe de France qui n'a pas but, mais il y aurait eu but, ça aurait été totalement logique. Hein. Et je comprends bien sûr, bon, pour Deschamps, bien sûr, le but aurait dû être refusé, ce qui a été le cas. Mais du côté néerlandais, bien sûr, tous les supporters, tu leur demandes, eux, bien sûr, le but aurait dû être validé. Et je pense qu'il aurait été validé, ça n'aurait pas du tout été un scandale. Hein. Donc voilà, on se sort très bien parce qu'on aurait pu perdre le match. Hein, voilà, parce que les Pays-Bas, eux, au moins réussi à en mettre une au fond des filets. Donc voilà, but ou non, moi j'aurais dit but. Voilà, je vous dis, je ne cache pas, j'aurais dit but. Hein. Et du côté des Néerlandais, Koeman, lui, est totalement différent de ce que pense Deschamps. Hein. Donc il enrage contre le but refusé à Xavi Simons. Dumfries n'est pas du tout gêné par le gardien, c'est vrai. Regardez, il est décalé. Hein. Donc Dumfries n'est pas juste devant Mike Maignan. Donc voilà, s'il aurait été juste devant, oui, là, bien sûr, ça aurait été but refusé, mais il est juste à côté. C'est pour ça que le but aurait dû certainement être validé. Hein. Donc ce n'est pas à cause de lui que Mike Maignan n'est pas allé chercher le ballon, mais parce qu'il ne pouvait pas, certainement, parce qu'elle arrive fort. Je pense pas qu'il l'aurait eu à Mike Maignan. Donc s'il y a hors-jeu, alors tu n'as pas besoin de passer 4 minutes à te toucher l'oreille. Si tu as autant de doutes, hein, tu donnes le but. Donc voilà, je peux comprendre bien sûr, hein, la colère de Koeman après ce but qui aurait dû être validé par les Pays-Bas. Donc voilà. On continue avec Deschamps, il revient aussi sur Bradley Barcola qu'on n'a toujours pas vu. Bradley Barcola, hein, donc on ne sait pas. On ne sait pas, bref, hein, ce qui se passe, hein, évidemment que Bradley a des qualités, c'est pour ça qu'il est là. Dans un match comme ça, c'est jamais évident de le faire rentrer. Oui, peut-être, hein, même si j'hésitais à la fin de pouvoir le mettre pour faire la différence. Tu aurais pu peut-être au moins le donner 5 minutes à la fin. N'oubliez pas qu'il a fait que 2 changements. Hein, il y avait encore 3 changements possibles, hein, pour Didier Deschamps. Voilà, tu fais rentrer Barcola, tu enlèves Rabiot pour les 5 dernières minutes du match. Tu sais pas, hein, tu sais pas ce qui peut se passer. Non, il l'a pas du tout fait, il a hésité, puis du coup, il l'a pas fait rentrer. Donc voilà, ça aussi c'est un choix que Deschamps il commence vraiment à m'énerver un petit peu de ne pas faire assez confiance et pas faire autant de changements. Il a 5 changements, fais tes 5 changements. Hein, il y a des joueurs de qualité sur le banc, fais-les rentrer là, tu leur montres rien du tout là en faisant seulement 2 changements, on peut dire, en plus très tard dans le match, alors qu'il y a des joueurs cadres, hein, comme Griezmann, les gars, Griezmann ne doit jamais finir le match hier. Hein, même si c'est le capitaine. Tu le fais sortir à la 70e, t'es pas bon, tu sors. On va parler d'un joueur qu'on aurait voulu voir jouer, et lui, il voulait jouer, hein, bien sûr, c'est Kylian Mbappé. Hein, on ne savait pas Mbappé ce qu'il allait jouer ou pas, donc déjà, logiquement, il était sur le banc, voilà. Mais Deschamps, là aussi, il doit faire rentrer Kylian Mbappé en fin de match. Voilà, Mbappé, il peut jouer, les gars, sinon, s'il aurait été vraiment forfait, ok, hein, c'était pas possible de jouer, donc il n'aurait pas été inscrit sur la feuille de match. Il était inscrit sur la feuille de match, donc tu as un joueur du calibre de Kylian Mbappé sur le banc, tu le fais rentrer à je sais pas, l'heure de jeu, à la 80e, tu lui donnes 10 minutes de jeu. Voilà, tu sais que lui aussi il peut te débloquer en fin de match, il peut faire une accélération, marquer un but, puis voilà, tu gagnes à 0. Il n'a pas fait rentrer en jeu. Donc là aussi, c'est une faute, on peut dire, de Didier Deschamps. Hein, parce que lui, il voulait rentrer, bien sûr, Kylian Mbappé, il était prêt, il aurait mis son masque tout noir, il aurait joué. Et on ne sait pas ce qui serait passé, c'est que sans Kylian Mbappé, c'est un gros problème. Hein. Donc l'équipe de France n'a remporté aucun de ses 7 derniers matchs sans Kylian Mbappé. Quand il ne joue pas, l'équipe de France ne gagne pas. Donc c'est simple, hein, les 7 derniers matchs sans Kylian, c'est 5 matchs nuls, 2 défaites, 0 victoire. Donc voilà, c'est l'importance, hein, de Kylian Mbappé du côté des Bleus. Hein. Et Kylian, donc il y avait pas mal de supporters, on peut voir voilà, des supporters, hein, qui avaient les masques, hein, bien sûr, le masque de Kylian. Bon, il n'aurait pas porté celui-là parce que c'est interdit d'avoir 3 couleurs différentes, ça aurait été un masque tout noir s'il aurait joué hier. Mais bon, Deschamps a voulu ne pas le faire rentrer, ça c'est dommage. Rudy Garcia, tiens, sur le match des Bleus, donc lui il a dit, je trouve plutôt qu'ils sont mal payés. Hein. J'ai trouvé les Néerlandais décevants, surtout en deuxième période. Ils ont vite compris qu'il fallait jouer le nul, ils ont manqué d'ambition, mais ça prouve que cette équipe de France fait peur, même sans Mbappé. Donc voilà, lui il dit que c'est plutôt les Pays-Bas qui se sortent bien. Moi je trouve plutôt que c'est plutôt l'équipe de France qui se sort plutôt bien, hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure du but qu'aurait
pour moi dû être valide. Hein. Donc voilà, on va pas s'éterniser. Bon, on a déjà parlé un quart d'heure de cette rencontre. Mais voilà, 0-0. Donc il va falloir montrer un autre visage. J'espère que l'équipe de France montrera en régime lors des prochains matchs, surtout lors des matchs élimination directe, et surtout qu'ils fassent des changements. Il reste un match contre la Pologne et qu'ils fassent tourner là, des Dembélé. J'aimerais bien qu'il aille sur le banc. Thuram, je veux qu'il aille sur le banc, et même Griezmann, les gars, bon, il le fera jamais. Hein, Griezmann, c'est son genre cadre, il ne jamais le fera sortir, mais Griezmann doit aller sur le banc le prochain match, et j'en suis sûr que ça lui ferait du bien, parce que peut-être pour les huitièmes de finale, peut-être Griezmann va se dire, ah ouais, j'ai été sur le banc lors de le match avant, il faut que je me réveille, et on pense que Griezmann, hein, il pourrait retrouver sa meilleure version. Bref, on continue avec les autres rencontres. Tiens, dans la même poule, hein, Pologne, Autriche 3. Là, c'est un match que j'ai pas regardé parce que bon, j'étais un petit peu à la fête de la musique et j'aurais dû regarder ce match-là parce qu'il y a eu des buts. Hein, donc il y a eu 4 buts dans le match hein, et 3-1 pour l'Autriche. On peut voir les buteurs. Donc voilà, félicitations à l'Autriche hein, pour cette belle victoire. Donc les stats, hein, 15 tirs pour les deux équipes, hein, pareil. Mais là, ouais, l'Autriche, c'est 9 tirs cadrés. Ils ont marqué 3 buts. Voilà, quand tu es efficace, tu mets des buts. Hein. Donc l'Autriche avec le cœur hein, après la défaite contre l'équipe de France, mais ils ont très bien rebondi à cette équipe autrichienne. Et le meilleur joueur, c'est Christoph Baumgartner qui a été élu homme du match de cette rencontre Pologne-Autriche. Hein. Félicitations à lui et à sa sélection. Et côté polonais, donc Lewandowski qui avait loupé le premier match, il n'avait pas joué. Donc là, il est rentré à l'heure de jeu à la 56e minute de jeu, pourtant blessé. Et voilà, le coach l'a fait rentrer hein, pour la dernière demi-heure, hein, partout. Bon, dès qu'il est rentré, ils ont pris 2 nouveaux buts. La sélection polonaise et Pologne, c'est fini. Hein. C'est la première nation officiellement éliminée de cet Euro. Dernière du groupe D avec 0 points. La Pologne est éliminée de l'Euro 2024. Donc ils ne peuvent plus revenir. Hein. Parce qu'ils sont derniers, donc à noter qu'il y a les meilleurs troisièmes, on peut se dire oui, ils peuvent finir meilleurs troisième, mais même s'ils gagnent le dernier match, la Pologne gagne contre l'équipe de France et l'Autriche, on va dire, perd contre les Pays-Bas, donc l'Autriche aura toujours 3 points, la Pologne du coup aura 3 points, mais par rapport à la confrontation directe, la Pologne a perdu contre l'Autriche, donc ils sont sûrs d'être à la 4e position, donc voilà, c'est la première nation officiellement éliminée, et sinon dans ce groupe D, les gars, tout se jouera lors de l'ultime journée, Pays-Bas 4, France 4, Autriche 3. Donc voilà, en gros, la France, de toute façon, dernier match. Hein, si tu t'imposes, tu es sûr d'être qualifié. Après, on verra, ce sera premier que tu finiras ou deuxième en cas de victoire. Tu peux finir à la 3e position hein, si tu perds contre Pologne. Et si l'Autriche bat les Pays-Bas, en gros, tu seras derrière. L'équipe de France finirait 3e parce que après, il faudrait regarder par rapport aux critères, hein, aux critères entre les Pays-Bas et l'équipe de France. Je crois que vu que les Pays-Bas ont marqué un but de plus, ce serait eux qui seraient devant les Bleus. Donc voilà, hein, concernant cette équipe de France, hein, et comme j'ai dit, l'équipe de France qualifiée en 8e de finale si il ne perd pas contre la Pologne mardi, hein, un nul, ça passe. Hein. S'ils perdent, ils peuvent faire hein, l'équipe de France et l'Autriche ne bat pas les Pays-Bas, ou s'ils perdent et les Pays-Bas perdent sur un plus grand écart. Hein, et les Bleus premiers du groupe, si ils gagnent et les Pays-Bas ne gagnent pas, ils gagnent et les Pays-Bas gagnent sur un plus faible écart, où ils font match nul les Pays-Bas aussi en marquant 2 buts de moins au minimum. Voilà, donc c'est pour ça on sait que c'est très important de finir premier. C'est dommage, hier il y avait l'opportunité de passer devant les Pays-Bas et voilà, d'être plus serein lors du dernier match. Puis là, tu sais pas quelle position tu vas finir, mais on espère au moins la qualification parce que voilà, pour l'instant, c'est pas encore sûr hein, que l'équipe de France est qualifiée pour les 8e de finale. On continue avec une autre rencontre hier, la Slovaquie qui avait pourtant battu la Belgique hein, lors du premier match 1-0. Ils ont perdu contre l'Ukraine qui avait perdu 3-0 contre la Roumanie. Donc l'Ukraine voilà, se relance totalement dans cet Euro. Shaparenko et Yaremchuk, hein, les 2 buteurs côté ukrainien contre un but de Schrenz, un côté slovaque. Hein. Donc félicitations à l'Ukraine, les statistiques de la partie. Pareil les stats, hein, 14 tirs pour les deux équipes, 5 tirs cadrés pour les deux équipes et l'Ukraine a été plus efficace que les Slovaques. Donc félicitations à eux et l'homme du match c'est lui, c'est Mykola Shaparenko. Donc un but, une passe décisive sur les 2 buts de son équipe. Donc c'est lui qui a remporté ce prix d'homme du match. Hein. A noter les gars que Lunin, hein, le gardien du Real Madrid, après son match très compliqué contre la Roumanie où ils avaient perdu 3-0, il avait fait 2 énormes boulettes dans le match. Donc il a commencé sur le banc. Voilà, donc c'est Trubin les gars qui a été titulaire, on peut voir la compo, Trubin a cagolé tout le match, hein, lui n'est pas rentré en cours de jeu, donc lui peut-être il a perdu sa place, hein, il a perdu peut-être sa place au Real avec le retour on va dire de Courtois, et même du côté de l'Ukraine, hein, pas sûr avec la qualif, enfin pas la qualif mais la victoire au moins hier, on pense que le 3e match sera de nouveau gaulé hein, par Trubin, donc voilà concernant le gardien madrilène. Et du coup dans ce groupe les gars, en cas de victoire de la Belgique ce soir contre la Roumanie, les 4 équipes du groupe E seraient à égalité avant la dernière journée, toutes les équipes ont 3 points par la Belgique joue ce soir contre la Roumanie. Donc en cas de victoire, la Roumanie seront officiellement qualifiés, hein, bien sûr. Mais si la Belgique s'impose,
Et la Belgique, en gros, elle aura 3 points. Toutes les équipes sera à 3 points. Il restera encore 2 matchs, les dernières rencontres pour savoir bien sûr qui se qualifiera. Donc grosse pression comme pour les Belges, parce qu'en cas de défaite ce soir, la Belgique sera officiellement éliminée. Ce serait bien sûr une catastrophe pour cette sélection. Donc la Belgique contre la Roumanie, c'est ce soir à 21h. Ça sera sur Beansport et sur M6 le match. Sinon, il y a un Turquie-Portugal à 18h. Très grosse affiche. Et la Géorgie contre la République tchèque à 15h. Donc voilà le programme complet de cet Euro aujourd'hui. Quelques autres infos concernant l'Euro. Tiens, on va parler de Kieran Tierney qui était sorti lors du dernier match entre l'Écosse et la Hongrie. Donc, est forfait. Donc, il est sorti sur blessure. Donc, officiel, il est forfait avec l'Écosse pour le reste de la compétition. Donc, pour l'instant, il reste un match. Même en cas de qualification pour les huitièmes, ou même s'ils vont plus loin, c'est fini. Il ne pourra plus jouer. On lui souhaite un bon rétablissement. Du côté, on revient sur le match entre l'Espagne et l'Italie, où l'Espagne a été totalement dominante dans le match, et surtout avec un gros Nico Williams. Et la Repubblica, quotidien italien, allume Giovanni Di Lorenzo après son match d'avant-hier où il a été très mauvais. Donc en gros, l'une de ces structures gonflables, c'était marqué les gars en titre, donc l'une de ces structures gonflables utilisées à l'entraînement aurait eu plus de chances d'arrêter Williams, aussi parce que personne ne l'a aidé, voilà, parce que en gros il a pris l'eau, il a pris l'eau devant Nico Williams, devant Lamine Yamal qui ont été tellement bons du côté de l'Espagne. Tiens, l'échange entre Lamine Yamal et le roi d'Espagne, quel âge as-tu le roi d'Espagne, il lui a dit 16 ans, il a dit 16 ans seulement, après la magnifique performance qu'il a pu réaliser. Tiens, toujours avec l'Espagne qui est déjà sûr d'être qualifié pour les huitièmes et sûr d'être première. Donc on pense le troisième match, il va faire tourner Luis de la Fuente. On pense Nico Williams, Lamine Yamal seront certainement sur le banc pour donner un peu de temps de jeu à des joueurs qui ont très peu joué comme Fermin Lopez et Ferran Torres. Les deux joueurs du Barça devraient être titulaires lundi contre l'Albanie. De toute façon, même s'il y a défaite, l'Espagne est sûre de rester à la première position. Donc voilà, il y aura un gros turnover, on peut dire, avant le premier huitième de finale. Mais pas que l'Espagne, j'ai dit, risque d'affronter l'Allemagne en quart de finale de cet Euro. Toujours avec cet Euro, le niveau de détail et de préparation pour le match entre la Slovénie et la Serbie est dingue. Regardez, c'est un consultant, voilà, il anime les matchs ou ça, mais regardez, ça liste les gars, on ne comprend plus rien. Allez, il met tous les détails sur les joueurs, tout ça, mais voilà, par rapport à tes commentateurs, voilà, il faut tout bien préparer. Donc voilà. On continue, on clôture la page Euro, on bascule un peu aussi sur la Copa América. La nuit dernière, il y avait le deuxième match, le Pérou contre le Chili. Un peu, tiens, l'image de l'équipe de France, ça a été un triste match, 0-0. Voilà, pas de but dans cette rencontre où le Chili a pourtant eu plus d'occasions, 60% de possession de balle, 10 tirs, mais un peu comme l'équipe de France, très peu de tirs cadrés, 2 tirs cadrés, et du coup 0-0. Voilà, entre ces deux nations. Et pour revenir sur le match avant-hier, le match d'ouverture entre l'Argentine et le Canada, Moïse Bombito, donc un joueur canadien, a été victime de cris racistes lors de cette rencontre de la part de supporters entre guillemets argentins. Donc on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Voilà, encore des problèmes dans les stades. Donc voilà. On continue les gars, on va parler cette fois-ci de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN au Maroc, se jouera en hiver, initialement programmée normalement à l'été 2025. Ça devait être l'été prochain, tiens là on est en pleine canne dans un an, jour pour jour. Mais du coup, les gars, elle va être décalée dans un an et demi, on peut dire, parce que la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc se jouera finalement du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. C'est officiel, les dates ont changé. Voilà, tout simplement. Donc, voilà. Concernant cette CAN au Maroc. On quitte les sélections, on revient nous sur les clubs et on vient en France les gars et on connaît le calendrier du côté de la Ligue 1. Donc tout d'abord il s'officiel le programme de la première journée de Ligue 1. Donc voici toutes les affiches. Donc déjà première journée le 18 août 2024 et par exemple on peut voir Brest contre Marseille, déjà énorme choc. On peut voir un Monaco Saint-Etienne aussi qui va être palpitant avec la remontée des Verts. Donc le premier match contre l'équipe qui a fini vice-championne de France la saison dernière. Et un Rennes-Lyon aussi lors du premier match où le PSG ira défier l'équipe du Havre. La Géocère qui a fini premier de Ligue 2 recevra l'équipe de Nice. Il y a un beau Reims-Lille. Donc voilà, première journée du côté de la Ligue 1 et la 34e et dernière journée qui se jouera le 18 mai 2025. Et là aussi il y aura des très gros matchs. L'OM recevra l'équipe de Rennes pour son dernier match de la saison prochaine. Ça sera, on ne sait pas les enjeux qu'il y aura lors de cette rencontre. Il y aura un Lyon-Angers, il y aura, il y aura le PSG qui recevra la Géocère, les deux derniers champions de France, celui de Ligue 1 et celui de Ligue 2. Il y aura un Lens-Monaco aussi lors de l'ultime journée, saison prochaine. Donc voilà. On a hâte bien sûr cette saison de Ligue 1. Concernant les très gros matchs, le classique, voilà, Marseille contre le PSG. Donc le premier match se jouera au Vélodrome, ça sera le 27 octobre prochain, la 9e journée.
Marseille-Paris. Et le match retour, Paris, bien sûr, le 20 à la 26e journée, le 16 mars prochain. Donc ça sera, c'est les dates officielles. L'Olympico, donc le premier match se jouera à Lyon le 22 septembre. Et le match retour se jouera au Vélodrome le 2 février prochain entre Marseille et l'OL. Concernant les derbies, donc par exemple entre Nice-Monaco, entre Lens et Lyon, Lens et Lille, désolé, entre Lyon et Saint-Etienne ou entre Nantes et Rennes, on peut voir les dates à chaque fois. Je ne vais pas tous les dire, mais vous pouvez voir bien sûr les dates. Et surtout un derby qu'on va revoir, parce qu'on l'avait plus vu là, ces dernières années, Lyon contre Saint-Etienne. Et on peut voir les dates, donc Lyon-Saint-Etienne, donc le premier match, donc ça sera le 10 novembre. Et le week-end du 10 novembre, l'Olympique Lyonnais, ils ont mis ça sur leur compte officiel. On pencherait plutôt pour le dimanche, car le jeudi, on a Coupe d'Europe ici. Voilà, un petit chambrage qu'ils ont envoyé par rapport à l'AS Saint-Etienne. Sinon, les groupes, les calendriers complets de quelques équipes, les grosses équipes de Ligue 1 comme le PSG, on peut voir tous les matchs. Donc le PSG commencera contre l'équipe du Havre. Le premier match à domicile pour le Paris Saint-Germain saison prochaine sera l'équipe de Montpellier au programme. Pour en septembre, il y a qui. On peut voir le gros mois de mars quand même pour le PSG. Regardez, il y aura Lille, il y aura Rennes, OM et Saint-Etienne du côté du Paris Saint-Germain. Du côté de l'Olympique de Marseille, donc Marseille. Premier match à l'extérieur contre Brest et premier match à domicile, ça sera Reims. Souvent en plus, l'OM joue souvent ses premiers matchs de saison contre Reims. La saison dernière, ça a été Reims. Il y a 2 ans, ça avait été également Reims lors de la première journée. Donc là, ça sera la deuxième journée qui va affronter Reims. Donc bref, on peut voir tout le calendrier de l'Olympique de Marseille. Donc les 3 derniers matchs, ça sera Lille, ça sera Le Havre à l'extérieur et ça sera à domicile, l'équipe de Rennes qu'on a parlé tout à l'heure. Du côté de Lyon, on peut voir tout le Lyon. Donc Lyon, quand même 2 premiers matchs très compliqués avec un déplacement à Rennes, puis après la réception de l'AS Monaco, qui a fini 2e de Ligue 1, donc un gros début de saison pour l'Olympique Lyonnais. Pareil pour Monaco, les gars qui vont jouer Saint-Etienne, Lyon, et après ils ont Lens après, c'est une grosse équipe, donc voilà le calendrier complet du côté de l'ASM, du côté du calendrier du Racing Club de Lens. Je ne vais pas citer toutes les rencontres, j'en sais rien, je prends au pif, par exemple, Saint-Etienne, ils l'affronteront là, ça sera le 20 octobre prochain. Et du côté de Lille, aussi le calendrier complet. Voilà ce que ça veut dire sur la Ligue 1 avec les calendriers complets. Donc là, j'ai montré que les plus grosses équipes. Bien sûr, vous voulez avoir le calendrier, je ne sais pas, de Angers ou même de la Géocère. Vous allez sur la LFP et vous retrouvez tous les calendriers. Du côté de la Ligue 2, voici le programme de la première journée de Ligue 2. Donc, premier match, ça sera le 17 août, donc la veille de la première journée du côté de la Ligue 1. Par exemple, le premier Red Star ira affronter l'équipe de Amiens. Martigues également qui monte, affrontera et recevra Lorient. Voilà, un ex-pensionnaire de Ligue 1. Je ne sais pas, Bordeaux, ils sont là, ils auront des déplacements du côté de Guingamp, de grosses équipes. Où Metz recevra Bastia, où Paris FC ira défier l'équipe de Caen. Et lors de la dernière journée qui se jouera le 10 mai, 34e et dernière journée, n'oubliez pas que là il n'y aura plus 38 matchs. La saison dernière, il y a eu 38 matchs, 34 parce que la Ligue 2 passe à 18 équipes comme la Ligue 1. Donc voilà, lors de l'ultime journée, il y aura Red Star Dunkerque. Il y aura, je ne sais pas, par exemple, Bordeaux-Amiens ou Lorient-Martigues, voilà, pour cette 34e et dernière journée de Ligue 2. Pour revenir nous sur la Ligue 1, les détails de la chaîne 100% Ligue 1 proposée par la LFP. Donc 30 € par mois TTC, objectif plus de 2 millions d'abonnés pour la saison 2024-2025 avec plus de 578 millions de chiffre d'affaires net par an. Donc parce qu'en gros, actuellement ce qui se fait, ce qu'aimerait la LFP, ils sont en train d'essayer de négocier les droits TV. Le problème, c'est qu'après la perte de Mbappé, l'année dernière, il y a Messi, il y a Neymar qui ont quitté le championnat français. Du coup, les droits TV, ils ont descendu. Ils espéraient à peu près 800 millions. Déjà, ils espéraient de base 1 milliard. Voilà, 1 milliard, les gars, c'est totalement fou. Jamais c'est sur 4 ans, c'est sur une tranche de 4 ans. Jamais les droits de la Ligue 1 être vendus pour 1 milliard. Du coup, après, ils ont espéré 800 millions. Pas possible. Ils espèrent maintenant 500 millions et même 500 millions, les gars, c'est très très compliqué. Ils se disent, en gros, on va ouvrir une chaîne où tu auras tous les matchs de Ligue 1. Donc en gros, voilà, l'abonnement sera 30 €. Est-ce que vous allez payer 30 € par mois pour suivre tous les matchs de la Ligue 1? Il y aura le PSG sera aussi sur cette chaîne spéciale de la LFP, sera pas sur Canal+, tout ça. Donc après, ça reste cher. Oui, ça fait très cher. Donc eux, ils visent quand même plus de 2 millions. Je ne sais pas comment ils vont trouver autant d'abonnés parce que voilà. Bon, après, ils pensent que voilà, c'est pour sauver le football français. Tant mieux, bien sûr, mais moi ça me fait peur par rapport au nombre d'abonnés qu'ils souhaitent avoir, bien sûr, plus de 2 millions avec une chaîne à 30 € que pour la Ligue 1. Il n'y aura pas de match en Angleterre et Espagne, ce sera que la Ligue 1. Donc ça semble compliqué, on verra ce qui va être décidé très prochainement. On continue les gars, on va parler d'un nageur en vacances, il profite de ses vacances, il a bien raison. C'est Erling Haaland qui profite de ses vacances avec Eric Botham, donc un attaquant de Malmo, du côté de la Suède. Donc les deux sont en vacances ensemble, je crois qu'il est dans le sud de l'Espagne parce que je sais
qu'il est à Marbella il y a quelques jours. Erling Haaland, donc voilà, avec son yacht qu'il a acheté ou qu'il a loué, j'en sais rien, mais voilà, il profite de ses vacances avec son ami. Et Erling Haaland, quand on repense à la première saison de Haaland à City, c'est quand même fou, lors de sa première année, c'est 52 buts, record pour un joueur de Première Ligue, 36 buts en championnat, meilleur buteur de Ligue des Champions, il a remporté la LDC, l'Appel, la FA Cup, la Super Coupe, et tout ça aussi, le soulier d'or, le trophée Gerd Müller, joueur Première Ligue de la saison, footballeur FWA de l'année, donc incroyable. Bon, la deuxième saison a été bonne, mais moins bonne quand même que la première saison. Il a quand même gagné aussi la Ligue des Champions, tout ça. Une compète qu'il n'a pas gagnée là lors de la saison qui vient de s'écouler. Quelques infos mercato et officiel, Vitinha quitte l'Olympique de Marseille, s'engage définitivement en faveur du Genoa. Il avait été prêté par Marseille au Genoa et du coup le joueur voulait rester. Il a ouvertement dit qu'il souhaitait poursuivre sa carrière en Italie. Ça y est, c'est fait les gars, il n'appartient plus à Marseille. Donc Vitinha, recrue, n'oubliez pas, la plus chère de l'histoire de l'OM. Il avait été acheté 32 millions d'euros. Donc du coup on fait ses stats, il aura joué 43 matchs à Marseille pour seulement 6 petits buts et 4 passes D, donc décisif 10 fois en 43 matchs. Pour la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM. Donc oui, ça a été, il faut prendre le mot flop. Oui, ça a été un flop tout simplement. Donc très mal géré la cellule recrutement de Marseille, avoir acheté ce joueur. Bon, peut-être qu'il pensait qu'il allait réussir, il n'a jamais réussi à Marseille. Donc voilà, c'est fini. Donc il est revendu. Donc le montant du transfert au Genoa, les gars, c'est de 20 millions d'euros. Donc 16 millions plus 4 millions de bonus. Donc voilà, Marseille l'a acheté 32, il leur vend 20. Voilà, donc oui, tu as perdu 12 millions d'euros dans l'affaire, tout simplement. Donc Marseille peut toujours le racheter dans le futur. Il y a une clause de rachat de 42 millions d'euros, imaginez. Marseille, les gars, ils l'ont acheté 32, ils leur vendent 20, puis ils le rachètent 42 millions d'euros dans 1 ou 2 ans. Bon, ils ne sont pas obligés de la racheter, enfin le racheter, ils ne vont jamais le racheter. Mais voilà, concernant Vitinha, c'est fini, on lui souhaite bonne chance du côté de la Serie A. Tiens, toujours avec Marseille, cette fois c'est un joueur qui devrait arriver à Marseille. En plus, j'en ai parlé il y a quelques jours et c'est quasiment fait, Fabrizio Romano le dit. Accord total proche pour l'arrivée de Lilian Brassier, un joueur de Brest du côté de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, il ne va pas jouer la Ligue des Champions avec Brest, mais il va venir jouer à Marseille où il n'y a pas de Coupe d'Europe. Mais voilà, il préfère jouer à l'OM qu'à Brest. Donc voilà, c'est imminent la signature. La Juventus Turin veut recruter Khéphren Thuram, dont le prix est estimé à 15 millions d'euros. Donc lui aussi devrait quitter son club. Donc il devrait partir de Nice direction la Juventus. Toujours avec la Juve, pourrait proposer à Federico Chiesa, Manchester United, en l'échange de Mason Greenwood. Vous avez compris, Greenwood du côté de la Juve et du coup Chiesa du côté de Manchester United. Ça peut être un échange entre les deux clubs et les deux joueurs. Memphis Depay, libre de tout contractuellement, il est plus sous contrat du côté de l'Atlético Madrid. Donc il intéresse beaucoup l'AC Milan. Pourquoi pas remplacer Giroud du côté de cette équipe. L'AS Saint-Etienne et le Stade Brestois ont formulé une offre de contrat à Younous Abdelhamid, défenseur marocain de Reims, qui a officiellement annoncé son départ. Il est en fin de contrat là-dedans. Dans 8 jours, mais il ne prolonge pas. Donc il sera libre. Donc voilà, Saint-Etienne et Brest seraient très intéressés par le défenseur marocain. Concernant Leny Yoro, ça ne bouge pas. Fabrizio Romano l'a encore confirmé là, il y a quelques heures. Le Real Madrid reste la priorité de Leny Yoro. Leny Yoro, il a plusieurs équipes qui s'intéressent à lui, dont le Real, le PSG, Liverpool, Manchester United. Mais pour lui, il veut seulement le Real Madrid. Le défenseur lillois qui sera bien transféré. Après, est-ce que ça sera au Real ou un autre club? Ça, je ne sais pas. Mais il devrait bien partir en gros de Lille. Andrea Colpani, les gars, suscite un fort intérêt de la part de l'OM. Le milieu offensif italien de Monza est évalué entre 18 et 20 millions d'euros. Concernant ce joueur, les gars, je ne connais pas, je suis très peu l'équipe de Monza, il pourrait débarquer à Marseille. Lui aussi pourrait débarquer à Marseille, c'est Mohamed Bachir Belloumi, un joueur algérien, ne veut rejoindre que l'OM cet été. L'Ajax et le club Bruges sont prêts à débourser plus, mais l'ailier algérien fait son choix, c'est Marseille et rien d'autre. L'OM et Farense, donc Farense, les gars, c'est une équipe portugaise, il évolue en première division portugaise, travaille pour trouver un accord. Après, je ne connais pas du tout le joueur, je ne connaissais même pas avant d'entendre parler de ce joueur-là. Bon, après, si Marseille s'intéresse à lui, même l'Ajax, tout ça, même Bruges, c'est que bien sûr, il doit avoir un bon talent. Donc hâte de le voir du côté de la Ligue 1. Concernant ce joueur, Waldemar Anton va rejoindre le Borussia Dortmund, le défenseur international allemand et capitaine de l'équipe de Stuttgart, qui a fini quand même deuxième derrière le Bayer Leverkusen cette saison. Et il va rejoindre Dortmund, les gars, il va remplacer Mats Hummels, ou c'est officiel, Hummels quitte officiellement Dortmund, donc un défenseur central en moins. Donc voilà, ils ont déjà trouvé son remplaçant, donc ça va être lui, les gars, qui devrait débarquer là. Et c'est imminent d'après Fabrizio Romano. Concernant Michael Olise, Chelsea était sur le joueur là depuis pas mal de semaines et du coup Chelsea s'est retiré de la course pour Michael Olise en raison du coût financier trop élevé de l'opération. C'est fou, surtout quand on parle de Chelsea
qui injectent des fois des 130 millions d'euros sur des joueurs comme Caicedo, Enzo Fernandez aussi, où ça a dépassé les 100 millions d'euros. Et là, en gros, ils ont trouvé que c'était trop cher pour Mikel Olise, donc ils sont préestimés aux alentours des 70 millions d'euros. Et du coup, Olise, les gars, aurait choisi de rejoindre le Bayern Munich. Le club bavarois doit maintenant trouver un accord avec Crystal Palace, donc voilà, il pourrait signer du côté du Bayern, hein, comme j'ai dit. Les sports français, il a une clause libératoire aux alentours des 70 millions d'euros. Donc voilà, il pourrait filer au Bayern. Le Bayern, c'est pas fini parce qu'ils peuvent faire Mikel Olise, ils peuvent faire aussi Hakan Çalhanoğlu, est tout proche de rejoindre le Bayern Munich également, hein, d'après aussi quelques sites, hein, enfin des rumeurs qu'on peut voir. Peut-être une deuxième recrue, peut-être même une troisième recrue du côté du Bayern, les gars, et Xavi Simons. Hein. Le Bayern pousse pour recruter Xavi Simons. Les discussions concrètes portent autour d'un prêt avec une obligation d'achat 70 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il appartient au PSG, mais le PSG pourrait, ils vont le prêter de nouveau, mais ils pourraient prêter avec une obligation d'achat, un prêt obligatoire, enfin un prêt obligé de l'acheter, et ça pourrait être le Bayern, hein, qui pourrait bien sûr passer à l'action concernant Xavi Simons. Concernant l'ancien joueur du Bayern, hein, ou même de l'OM, hein, c'est Michael Cuisance, des nouvelles de ce joueur. Hein. Et c'est officiel, il s'engage en faveur du Hertha Berlin jusqu'en 2027. Donc un contrat de 3 ans l'attend. Enfin maintenant c'est signé, on peut voir là. Donc l'ex-joueur de l'OM, encore du Bayern, évoluait aux côtés de Osnabrück, hein, je ne sais même pas où c'est. Voilà, concernant la carrière, hein, très moyenne, hein, il est en deuxième division, les gars, deuxième division allemande. Donc il va signer du côté du Hertha. Et on finit aujourd'hui avec Kylian Mbappé. Et Mbappé met en demeure le PSG, réclame 100 millions d'euros pour des salaires et primes non versés. J'en parlais il y a quelques semaines, j'ai dit que le PSG ne lui avait pas versé les salaires, je ne sais plus c'est quel mois, je crois que ça doit être les salaires du mois d'avril. Il n'a jamais reçu ça, et aussi des primes, hein, qu'il aurait dû recevoir et qu'il n'a jamais reçu. Et du coup il met en demeure, ça veut dire ses avocats rentrent quasiment en justice, hein, contre le PSG pour recevoir cette somme, hein, qui pourrait être de 100 millions d'euros. Les gars, c'est énorme, hein, déjà le PSG perd Kylian Mbappé gratuitement, et Mbappé maintenant réclame 100 millions d'euros. Hein, Mbappé il réclame cette somme-là au Paris Saint-Germain. Donc voilà, rien à dire, hein, ça c'est mal fini, on va dire, hein, l'histoire entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu à cet épisode. Donc nous on se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.